Merci d'être présent pour écouter un volet de ma passion et notamment à la demande les figurations féminines du rock aux sorciers dans le Poitou. Donc je voulais juste avant dire combien Bellegarde, pour moi, cette découverte a été très très importante sur deux points de vue par rapport aux expressions graphiques. La première, c'est que c'est la première fois qu'on démontre des stèles verticales gravées dans un site de plein air. Et ça, c'est exceptionnel. C'est vraiment un fait fondamental qui moi, me conforte notamment sur certains autres sites où on trouve des dalles d'importance qui ne sont pas transportables et donc qui peuvent révéler, notamment à la marche, on avait des blocs gravés posés contre la paroi. Donc on est sur du pariétal, mais là, un pariétal qui est certainement signifiant dans l'organisation de la circulation sur le site. Et ça, c'est exceptionnel. C'est vraiment une découverte très, très importante. Donc là, vous voyez... alors, je vais essayer... Voilà, ah oui. Donc là, c'est les pierres qui ont été trouvées lors des fouilles. Et l'enregistrement a été tel par l'INRAP lors des fouilles que tout est en place et les différents niveaux d'occupation sont très nets. Donc du coup, ces plaquettes ont pu être remontées après coup. Elles étaient positionnées voilà, de façon un peu épars, mais elles étaient fracturées sur place. Et ce qui était très intéressant, c'est qu'il y avait une pierre verticale qui était restée au sol, qui se raccordait et qui du coup indiquait que tout cet ensemble était bien fiché dans la terre. Donc ça, c'est un fait très nouveau. Et je dois dire qu'au Centre national de préhistoire, donc, que je dirigeais, qui est un service du ministère de la Culture, administration centrale, qui a en charge toute la politique nationale sur les grottes ornées, les abris, l'art rupestre, et bien sûr, on ne peut pas parler d'art rupestre sans parler de l'art mobilier. Eh bien, on a travaillé avec Priscilla Barbuti et Oscar Fuentes à la restitution 3D et une simulation de ce que pouvait être l'occupation avec les dalles verticales, comme vous le voyez là. Mais voilà, c'est une première dans la préhistoire. Et je voulais vous le signaler parce que pour moi, c'est vraiment un fait important. C'est pour ça que je suis très heureuse d'être là à parler autour de Bellegarde. Un autre sujet qui me plaît beaucoup, c'est cette figure, qui est une figure féminine que vous voyez là reproduite à partir des documents d'Oscar Fuentes, qui a été appelé par nos collègues pour lire cet art. Et en fait, ça aussi, c'est quelque chose d'exceptionnel. Et vous allez voir d'autant plus exceptionnel, c'est que le seul exemple véritablement qui s'en approche, il se trouve en Dordogne. Donc là encore, quelque chose d'incroyable, avec un rapprochement des deux sujets. Vous avez le triangle pubien qui est bien indiqué, et puis ses jambes écartées. C'est des jambes qui ne sont pas du tout dans les proportions, etc. Mais cette position vue de face, donc là on est dans l'art mobilier pour donc une pierre qui peut circuler, hein, qu'on peut déplacer, qu'on peut se passer de proche en proche pour voilà. Et puis l'art pariétal que vous avez ici à Cazel. Donc ça aussi, c'est pour moi, c'est deux faits qui révolutionnent un petit peu, je dirais, l'étude de l'art paléolithique. Alors, évidemment, je vais vous parler des figures humaines et plus particulièrement des figures féminines. Il faut savoir que dans l'art paléolithique, les figures animalières sont les plus connues, sont les plus répertoriées. Mais il existe des images humaines, dont vous en avez quelques exemples. Et là, je vous ai mis la grotte Chauvet parce qu'en fait, on a encore un triangle pubien avec des jambes. Alors, évidemment, cette figure n'est pas seule. Là, elle est associée à un bison et à un félin, un lion. Mais voilà, c'est quand même... déjà, il y a 36 000 ans, on a cette image féminine au fin fond de la grotte, hein, dans le lieu le plus lointain, et après avoir passé toute une scène assez violente de la chasse des lions après des bisons. Et en fait, les lions ont des telles figures humaines, des telles expressions qu'en fait, on comprend vite que ce n'est pas forcément le lion qu'on voit, mais l'humain en train de chasser. Et donc voilà, et cette histoire est close par ce pendant qui est vraiment important. Après, il y a d'autres figures humaines. Vous connaissez celle de Lascaux, avec cet homme, cet individu qui a une tête d'oiseau,
qui tombe à la renverse face à ce bison qui est blessé et un rhinocéros qui s'en va sans s'occuper de cette scène. Il y a d'autres figures qui ressemblent plutôt à des masques, comme celui-ci, hein, c'est un peu les têtes à Toto. Voilà, ça, on voit bien que c'est un peu humanoïde, mais voilà, c'est difficile à interpréter. Qui sont ces êtres voilà, qui n'ont pas vraiment de caractère, de critères. D'autres sujets, comme cette petite gravure-là au Gabillou, en Dordogne également, où vous avez ce qu'on appelle, on l'appelle la dame à la norac, mais voilà, une figure humaine également gravée, mais en pariétal. Je vous ai mis la petite statuette féminine trouvée au Roc aux Sorciers, donc dans les couches les plus profondes, qui datent d'à peu près 15 000 ans, une petite statuette en calcaire qui mesure 2,5 cm et qui est vraiment très caractéristique des petites statuettes qu'on va en voir. On va en voir d'autres. Et puis, dans cette région du Poitou, à Angles-sur-Langlin notamment, mais aussi à La Marche, on a énormément de portraits plus réalistes. Et ça aussi, c'est un unicum dans l'art paléolithique, puisque vous avez là ce personnage qui regarde sur votre droite, avec son front sculpté, ses narines, sa bouche, son menton, et vous voyez son œil, et vous voyez que là, tout a été bouchardé et mis au noir sont ses cheveux, et sa barbe est noire, et ses joues sont rouges. Il est grandeur nature. C'est un personnage masculin, voilà, qui est présent là aussi. Donc voilà, une variété des figures humaines. Et dans les figures humaines, donc je vous disais, elles sont peu présentes et souvent elles sont même négligées par les collègues qui travaillent en préhistoire parce qu'elles ne représentent que 4 ou 5% pour certains. Et en fait, quand on refait les calculs à partir de la base de données qu'a composé Oscar Fuentes, on s'aperçoit que c'est en fait 15%. Et que ce sujet vient en troisième position après des grands classiques, après le cheval, comme ici à Cosquer, ou le bison, comme ici à la grotte Chauvet. Donc voilà, on refait de nouvelles lectures, hein, c'est l'évolution de la recherche, c'est le nouveau regard, c'est le nouveau questionnement qui font que tout évolue. Et on voit que en fait, le premier qui avait signalé cette importance de la représentation humaine, c'est André Leroi-Gourhan, puisqu'il le positionnait déjà en troisième position, comme exactement aujourd'hui avec les nouvelles données que l'on a. Alors, cette répartition des figurations humaines, c'est vraiment la grande Europe, on va dire. Et vous avez des pôles où il y en a vraiment beaucoup plus qu'ailleurs. Donc, en Allemagne, à Andernach-Gunnersdorf, vous avez évidemment le pôle Poitevin, la Dordogne, et après, les nombres de représentations diminuent en quantité. Voilà, je pense qu'il faut que je lise par là. Voilà. Alors, d'un point de vue chronologique, l'élément humain est présent tout le temps, en fait. Hein. Vous le voyez depuis les premières statuettes. Et puis, nous, on va s'intéresser plutôt à ces représentations-là, c'est-à-dire les sexes, notamment féminins, évidemment, et les figures féminines. Mais vous voyez, ça va perdurer sur toute la période paléolithique, entre 35 000 ans et 10 000 ans. Et donc, on va avoir une variété, on va avoir des constantes, on va avoir des statuettes qu'on va retrouver aussi tout le long. Voilà, on a des choses qui perdurent. Donc le thème féminin, il est constant dans l'art paléolithique. Donc les premiers, ce sont les segments humains, ce sont les sexes féminins. Donc les vulves, on les a très tôt, avec l'abri du cellier. Vous voyez une vulve ronde avec le triangle, les autres triangles au pergousé. Cette vulve-là se trouve du côté de Fontainebleau, et puis la vulve de Fronsac. Donc vous avez à la fois plus de pariétal que de mobilier, c'est plus fréquent, mais vous voyez que ce corpus, c'est 21% du corpus qui concerne l'ensemble des humains. C'est énorme en fait déjà, ces segments féminins qu'on va retrouver tout au long de la préhistoire. Un autre corpus qui est vraiment très présent sont les figurations, les Vénus. Bon, Vénus, rapport à la Vénus de Milo, hein, on est peu de temps après, au moment où on reconnaît l'art paléolithique et qu'on découvre la Vénus impudique, c'est la première statuette qui a été retrouvée en fouille
À ce moment-là, ben voilà, on décline les Vénus paléolithiques. Vénus qui vont prendre toutes sortes de formes, sont des petites statuettes. Elles sont très caricaturées, je dirais, soit par leur forme très ronde, géométrique, très adipeuses. Elles ont aussi des postures variantes. Là, on a ce qu'on appelle la polichinelle de Grimaldi. Vous savez, les préhistoriens ont toujours tendance à nommer, je vous ai nommé la femme à l'anorak, la polichinelle, mais c'est des interprétations. Quand on se parle entre nous, on sait de quoi on parle, exactement comme pièce. Donc celle-ci, en fait, qui a une vulve très ouverte, la poitrine. Elles n'ont pas de tête. Et quand elles ont des têtes, elles n'ont pas de regard, pas d'yeux, pas de bouche. Donc en fait, c'est des petites bonnes femmes, mais qui ne sont vraiment, d'un point de vue assez universel, il faut les regarder. Et plus on va... elles ont des coiffures, hein, donc vous voyez celle-ci de Willendorf en Autriche qui a sa coiffure. Elle a les mains posées sur la poitrine, ce qui est une attitude assez fréquente dans les statuettes. Vous la retrouvez à l'Espug. Et puis quelques-unes, et notamment plus à l'est, sont avec des parures ou des habits. Donc là, on arrive à les identifier et selon leur lieu de découverte, je dirais, et notamment en Russie, on les a trouvées dans des fosses ou liées à l'habitat. Et elles ont certainement un rôle symbolique très fort d'être associées à la vie quotidienne des paléolithiques à l'époque. Et donc ça, c'est un corpus qui est très étendu, qu'on va retrouver là aussi avec des stéréotypes assez marqués, soit soit assez enveloppés, on va dire, soit très rectilignes, soit très détaillés. Voilà, il y a toutes les variétés et vous voyez qu'elles sont vraiment sur tout le territoire. Et c'est un fond commun, voilà, entre les hommes préhistoriques, les humains préhistoriques de cette époque-là. C'est vraiment un fond commun, la représentation de ces femmes. Alors, on va venir aux femmes, aux représentations féminines du roc aux sorcières en Angleterre. Donc, on se trouve vraiment un petit peu loin d'ici, dans la Nouvelle-Aquitaine, la Grande Nouvelle-Aquitaine, dans la région du Poitou. Et on se trouve vraiment dans le seuil du Poitou. Vous voyez, on se situe ici, entre le bassin parisien, le bassin aquitain, le massif armoricain et le massif central. C'est vraiment une zone de passage de tout temps. Et c'est vraiment un espace privilégié et on va circuler le long des rivières qui sont du sud vers le nord et le cheminement est très facile. Entre ces rivières, on passe sur des plateaux pas trop élevés. Voilà, il y a tout un circuit qu'on peut dessiner et qui nous permet d'avoir une fréquentation et un lieu de passage très important. Le site du roc aux sorciers lui-même se trouve au pied de ces falaises, voilà, sur la rive droite de la rivière qu'on appelle l'Anglin, à, je sais pas, à une demi-heure à pied du centre-bourg du plus beau village de France qui est Angles-sur-l'Anglin, que je vous invite bien sûr à aller visiter. Et c'est un abri sous roche. C'est pas une grotte, hein, c'est pas un site de plein air comme vous connaissez à Bellegarde, mais c'est bien un abri sous roche, c'est-à-dire qu'on va lier à la fois les représentations pariétales et le contexte archéologique. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui n'est pas si courant que ça, d'avoir de l'art pariétal bien calé dans le temps, du fait que des éléments de la paroi sculptés sont retrouvés dans les couches archéologiques auprès des foyers que l'on peut dater et qui nous permettent d'assurer que ce sont bien les sculpteurs et graveurs qui habitaient là aussi à telle époque. Ça, c'est très important. En plus, l'avantage du roc aux sorciers, c'est qu'à un moment donné, le plafond, les plafonds, il y a eu des soubresauts naturels certainement, mais assez violents qui ont fait effondrer les blocs de l'abri. Donc la paroi a reculé, les plafonds sont tombés et du coup on colmaté les occupations du temps des sculpteurs. Et les occupations qui vont venir après vont être vraiment des occupations plus sporadiques parce qu'en fait, le terrain s'y prête beaucoup moins bien qu'avant. Quand les premiers arrivent à Angles-sur-l'Anglin, ils sont sur un sol qui est dégagé, ils ont une belle plateforme, ils peuvent se réunir à plusieurs, un certain nombre, on a évalué à peu près une centaine de personnes, et là, ils peuvent vraiment avoir des activités très diverses. En revanche, dès qu'il y a cet effondrement de très gros blocs, ils sont dans un amas de cailloux, c'est beaucoup moins confortable, et du coup, ça sera
leur période d'occupation va être beaucoup plus courte et plus... voilà, ça sera plutôt des haltes de chasseurs. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on vient et on revient constamment à cet endroit. Donc il y a quelque chose. Le nom du roc aux sorciers, eh bien avant les fouilles archéologiques, ça s'appelait déjà le roc aux sorciers. Et certainement qu'il y a une tradition orale qu'il faudrait certainement développer. On doit cette découverte à Suzanne de Cassou de Saint-Mathurin, qui était une femme très cultivée et qui avait fait sa thèse, une thèse sur Diderot. Elle avait rencontré l'abbé Breuil en 1932 et par l'abbé Breuil, elle avait rencontré Dorothée Garrod. Dorothée Garrod, élève de l'abbé Breuil, première femme à avoir une chaire en archéologie à Cambridge. Et cette dame, qui est une grande chercheure, puisqu'en fait une grande préhistorienne, aujourd'hui tous les sites qu'elle a fouillés, notamment au Proche-Orient, sont d'ailleurs entrés dans le patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est avec des découvertes de squelettes néandertaliens, des adultes comme des enfants. Et ces deux dames s'associent pour faire les fouilles, mais elles sont dirigées par Suzanne, qui, elle, va acheter le terrain au propriétaire et elle va laisser le nom des parcelles pour chaque zone de fouille. Elle va laisser le nom des propriétaires des parcelles pour qu'ils restent dans la pérennité, voilà, dans le temps. Donc on parlera de l'abri bourdois, c'est-à-dire la parcelle où il y a la frise en place, et de la cave Taillebourg, c'est-à-dire la partie plutôt crotte qui est un petit peu plus un peu plus sombre, un peu plus profonde. Ces deux dames s'entendent très très bien et elles vont s'associer aussi à une troisième dame, Germaine Henri Martin. Je vous en parle parce qu'en fait c'est par ce biais-là moi que je suis arrivée à Angles-sur-l'Anglin, sur le roc aux sorciers. Je suis poitevine certes, mais j'étais plutôt sur les Pyrénées, l'Allemagne, enfin je fouillais dans différents endroits. Et pour ma maîtrise, j'avais décidé d'étudier des petites pointes de saguier, des petites pointes de flèches en bois de renne très typiques que l'abbé Breuil avait nommées les toutes mignonnes. Et c'est à cette occasion que le directeur du musée, Henri Delporte, du musée d'archéologie nationale à Saint-Germain-en-Laye, avec qui je travaillais en fouille au Blot et à Brassampouille, m'a dit il faut rencontrer Suzanne de Saint-Mathurin qui pourrait vous mettre à disposition de vos collections. Et c'est comme ça que toute jeune, en fait, je suis rentrée dans son sillage et que j'ai rencontré cette dame qui avait connu l'abbé Breuil. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, pour une jeune étudiante, l'impression et la force de cette rencontre qui va se faire. Je vais lui marquer son matériel, on va se rencontrer régulièrement. Et c'est comme ça que je vais travailler à terme sur le roc sorcier, puisqu'elle va demander que je poursuive son travail et que je fasse connaître ses recherches. Mais sans me prévenir avant. Donc c'était compliqué pour moi après. Mais voilà, aujourd'hui, j'assume complètement cette situation. Ma carrière a fait son chemin pas du tout lié au roc sorcier, donc en parallèle. Et j'ai toujours cette passion. Et aujourd'hui, j'ai la chance de reprendre un programme de recherche collectif pour travailler sur ce site. Parce que bien sûr, il y a encore beaucoup à faire. Vous en doutez bien, il est gigantesque, il s'étend sur plus de 50 mètres de long au pied de la falaise. Et il y a encore vraiment beaucoup à comprendre, à traiter ces archives encore, etc. Donc voilà, Suzanne de Saint-Mathurin, un nom à retenir associé, c'est pas le mien qu'il faut retenir, c'est celui de Suzanne de Saint-Mathurin qu'il faut retenir associé à ces recherches. Alors, qu'est-ce qu'on trouve au roc aux sorciers? Ben déjà, dès les premières fouilles, on va trouver cette statuette féminine, ces deux statuettes, parce que comme vous voyez, il y en a une deuxième ici, plus difficile à interpréter. Pour l'abbé Breuil, c'était un calembour entre Vénus ou Phallus. Pour Suzanne de Saint-Mathurin, elle est restée très à distance de cette interprétation. Et pour l'instant, je dois dire que je suis encore un peu embarrassée pour l'interpréter. Donc, je ne vous donnerai pas de solution encore aujourd'hui. Et puis la petite statuette féminine, toute petite, que vous voyez sous toutes ses coutures, photographiée par les photographes de la Réunion des musées nationaux, et qui vraiment ne fait pas de doute, et qui vraiment est caractéristique de ces petites statuettes. Mais il n'y a pas que ces petites statuettes. Vous savez qu'il y a aussi on connaît aussi beaucoup de figures au Magdalénien, donc dans les périodes les plus récentes du Paléolithique supérieur. On a ces fameuses figures stylisées, schématisées,
voyez là, vous avez une femme aux grottes de Combaral, son dos, ses fesses, ses jambes, son ventre, sa poitrine. Vous le voyez? Ça va? Je refais un tour. Le dos, le postérieur, les jambes, le ventre, le sein et le buste. Donc ça, elle est complète. Elle est à côté d'une vulve. Et puis il y a d'autres figures humaines. Et d'ailleurs, dans ce secteur-là de la grotte, il y a aussi un phallus juste en face. Donc certainement à lire de façon associée. Mais on les retrouve déjà aussi à la Linde. Ici, vous les voyez. Donc là, on ne voit pas la poitrine, mais il y a un buste, un torse et les jambes postérieures. Et puis plus on simplifie, parce qu'en fait, elles sont toujours en série. Donc plus on simplifie, plus on va reconnaître, rien qu'avec un tracé vertical et une boucle, on va interpréter, mais on peut l'interpréter comme ça. Si vous trouvez ça comme ça tout seul, vous allez dire, ces préhistoriens, ils sont complètement farfelus, hein. Ils ont vraiment ces interprétations, ils y vont fort. Hein. Mais non, parce qu'en fait, on a toujours des séries. Et les plus grandes séries, c'est à Gunnersdorf et Andermatt, sur les plaquettes de schiste, où on a beaucoup de petites dames, les danseuses, pour Gerhard Bosinski, qui a travaillé dessus et qui les a découvertes. Et là, vous avez quelque chose d'assez original. C'est une petite bonne femme avec un petit panier derrière. Donc on suggère peut-être que c'est le porte-bébé de l'époque. C'est une interprétation, bien sûr. Mais voilà, vous avez quand même toutes ces petites bonnes femmes qui se suivent. Donc vous avez là, je dirais, de la plus complète à la plus simple. D'accord? Voilà. Et ces figures-là, eh bien, on les retrouve sur, là aussi, un très large territoire. C'est un fond commun. Deux concepts qu'on se partage au Paléolithique, et donc, et plus particulièrement les périodes les plus récentes. Donc, vous les avez là aussi. Vous en avez une grande variété jusqu'au bout. Eh bien, ces figurations féminines schématiques, comme on les appelle, les FFS. Oh, ben, je suis désolée, hein, je vous fais naviguer à aller-retour. Voilà, on en trouve à Angles-sur-Longue, là aussi, au Roc aux Sorciers. Alors, on les trouve sur cette dalle, ici. Donc, vous en avez, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais celle-ci, elle est ici. Le dos, les fesses, les jambes et le ventre. Ça va? Voilà, celle-ci, elle est dans ce secteur, mais plus difficile à lire. Donc, on retrouve ces figures associées aussi on fait partie du fond commun à Angles-sur-Longue. Là, c'est pas parce que de temps en temps on a des originalités avec nos portraits qu'on n'a pas ce fond commun également. Et puis un autre objet très original, d'abord parce que le support c'est un silex avec encore une partie de sa croûte, vous voyez le cortex, c'est un éclat, un bel éclat, sur lequel il y a deux motifs, un motif digité et ici une figuration féminine, mais vue de face, simplifiée, avec le torse, le ventre souligné, les jambes. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est cette image est très rare, et je l'ai retrouvée à Rocherey, en Dordogne, sur un fragment osseux, exactement avec le même dessin. Vous voyez, il peut y avoir de la distance, mais il y a des concepts qui voyagent. Et je pense qu'ils voyagent plus facilement que les gens encore. Donc, vous savez, nous, on connaît le bouche à oreille, hein, et ben, c'est à peu près pareil, je pense. Il y a une transmission de quelque chose qu'on explique sans doute à l'autre, et ça lui plaît, il l'intègre, et peut-être il le reproduit à sa façon. Alors, une autre origine, alors là, c'est pour le coup une originalité Lussac-Angle, donc la marche et le roc aux sorciers, sont les incisives de chevaux, de jeunes poulains en général, qui sont gravés sur la face linguale, du côté de la langue donc, et qui sont gravés d'un triangle très très fin. Mais on se demande encore aujourd'hui avec quel outil ils ont pu travailler, parce que c'est moins d'1 millimètre entre chaque tracé, hein, d'accord? Et ça n'a pas éclaté ni rien, et ils en ont fait sur toutes. Il y en a énormément, on les retrouve à la grotte de la Marche, exactement pareil. Ce ne sont pas des parures, aucun élément de suspension, et mes collègues qui j'avais demandé d'étudier de façon un peu plus proche, donc Sylvie Berry et Guy Mazière, qui ont regardé d'un peu plus près la tracéologie, ils voient des traces d'usage, de grattage, mais voilà, on ne peut pas en dire plus. Et ce qui est intéressant, c'est que ça évoque vraiment le sexe féminin. J'allais dire, elle ne voit que ça, mais en fait, avec le départ des cuisses ici, c'est déjà, il y a une morphologie un peu naturelle
de l'objet qui fait que, ben voilà, le triangle pubien il est pas mal placé. Et, et avec un départ de jambes, je le précise, c'est par rapport évidemment à la gravure de Bellegarde, je vous le dis. Donc là, vu un peu plus près, ces fameuses dents incisives de cheval, et qui portent des traces de colorant volontaires, hein, rouge et noir. Donc après, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne peux pas vous le... Ça reste encore à interpréter, mais c'est vraiment intéressant parce que c'est des objets qui ne circulent pas. Il y en a très peu de retrouvés dans d'autres sites. Quand on en retrouve, c'est une, alors que là, on est plutôt sur des séries de 20 à 30 incisives de chevaux. Mais on en retrouve une ponctuellement là, ponctuellement voilà, à différents endroits, Mongolie, etc. Mais c'est très ponctuel. Donc c'est un groupe, les Lusakans, qui va vraiment éviter de diffuser certains objets, notamment ce qui est à valeur, je dirais, symbolique. Alors, continuons dans les connotations féminines. Il y a ce qu'appelait Suzanne de Saint-Mathurin, elle appelait les stomach beads, parce qu'en fait, c'est des formes d'estomac pour elle. C'est des petites figurations qui, de profil, rappellent évidemment la figure féminine type FFS. Et ce qui est intéressant, c'est que au Roc aux Sorciers, on en a tout un collier, mais vraiment un très grand collier, et de toutes petites, quelques millimètres à 2 cm de hauteur. Et toutes sont en ivoire fossile de mammouth. C'est de l'ivoire qu'ils ont ramassé. Au Roc aux Sorciers, on a vraiment beaucoup de travail d'ivoire, mais d'ivoire ramassé. Et c'est un site qui se caractérise, pardon, par ces objets en ivoire, notamment Suzanne de Saint-Mathurin a appelé les bâtons à fouir, c'est des grosses baguettes rondes, circulaires, voilà, qui sont en ivoire de mammouth. On a une très belle collection. Donc là, toute une série qui est décorée, hein, vous voyez, sur la partie la plus... Et puis sur les... Et tout le tour, c'est très très joli. Et alors, à angle, du côté de la cave Taillebourg, c'est la partie de site, le locus fouillé le plus en amont, on a tout l'atelier de fabrication, c'est-à-dire qu'on a l'ivoire brut, on a la préforme, on a la préforme avec le début de la perforation et on a l'objet fini. Donc ça aussi, c'est très intéressant. Et cet objet-là, objet de parure, a priori, perforé, je ne sais pas si c'est sur le vêtement, sur soi, et ça, je ne sais pas, mais en tout cas, ça, on le suspend, est un identifiant, je dirais, très fort, puisqu'il ne diffuse pas non plus dans d'autres sites. On ne le retrouve pas ailleurs. Donc c'est un groupe qui s'identifie et qui veille à ce que certains éléments soient bien de son ressort. Et quand il en offre un, ça doit être vraiment quelque chose de très important au niveau symbolique et avoir une portée d'une grande amitié, ou je ne sais pas, après vous interprétez comme vous voulez. Toujours est-il que ça ne diffuse pas, et c'est comme les incisives de chevaux, ça reste dans quelques sites, ce qu'on appelle des Magdaleniens du Sacan, fréquentés par les Magdaleniens du Sacan. Alors, après, il y a encore un autre sujet d'un point de vue pariétal. Vous avez au Roc aux Sorciers une frise encore en place qui mesure à peu près 20 mètres de long, qui n'est pas finie de dégager en aval, mais qui ni en profondeur d'ailleurs, mais qui sur une bonne partie va révéler plusieurs animaux sculptés, gravés et peints. Et pour les sculptures, ce sont des sculptures monumentales. Et pour faire ces sculptures, il a fallu dégager et préparer le fond de l'abri, dégager tous les caillasses qui pouvaient gêner pour arriver à cette surface de calcaire qui ne présente pas de faille, qui ne présente pas de fissures, etc., pour pouvoir faire de la sculpture monumentale. Et c'est un calcaire assez tendre, hein, qui est même assez humide quand on le dégage. On en a retrouvé depuis dans le secteur d'Angle avec un ami sculpteur. Et c'est vrai que c'est une très belle matière. Et donc, vous avez vous avez un bison femelle, un bison mâle, puis une rupture avec une arête où ils ont creusé des petits anneaux, c'est-à-dire des petites perforations, ils pouvaient suspendre des peaux, des éléments, des lanières, en tout cas mettre des lanières. Puis vous avez les chevaux, un qui broute, un autre qui tourne la tête, un autre bison couché, et vous arrivez après à ce panneau.
le panneau des femmes qui est vraiment ressort, qui est très convexe et qui ressort dans la frise. Après, ce panneau se poursuit avec... il y a d'autres panneaux, ce sont des bouquetins, on en verra une partie tout à l'heure. On va les regarder d'un peu plus près. Ça va? On va les regarder d'un peu plus près. Donc là, vous avez les deux premières. Donc la première qui a vraiment un ventre rebondi, vous le voyez. Et ce qu'elle a, c'est qu'elle est de 3/4, mais son sexe est vu de face. Hein. Ils ont tendance à géométriser les éléments sexuels. Donc le triangle, il est toujours de face, quelle que soit la position de la femme. La vulve est fermée. En revanche, vous avez le nombril, et là, vous avez un tracé, une gravure. Et en fait, c'est la ligne de pigmentation des jeunes femmes enceintes. Donc tout porte à croire que c'est une jeune femme enceinte. Sa posture, de 3/4, le ventre lourd, et cette ligne gravée pour l'éternité dans le calcaire, puisque nous la retrouvons encore aujourd'hui. Et à côté d'elle, une autre femme, mais là, qui a perdu ses jambes. Elles ont été fracturées sans doute au moment des chutes. Elle a été faite sur une cavité naturelle pour placer la vulve ouverte cette fois-ci. Donc c'est une femme qui a eu des enfants. Et donc on a son nombril et on a surtout sa poitrine qui est gravée, donc avec le mamelon. Donc là on est plutôt sur la question on continue sur la question de la maternité. Voilà, vous les avez de plus près. Donc la première, donc 2/3/4, le triangle de face et la ligne du nombril au pubis. Vous l'avez là, entière, avec jusqu'aux chevilles. Hein. Voilà. Et la deuxième de face. Ce qui est intéressant, c'est que ces femmes n'ont pas de tête. Parce qu'en fait, elles représentent la femme universelle. Hein. On n'est pas là à identifier. Autant le personnage que je vous ai montré tout à l'heure, avec ses cheveux, son air troussé et sa barbe noire, autant il est identifié en quelque sorte. Mais là, non, ce sont les femmes, hein, en général. Et elles sont grandeur nature, c'est aussi important à dire, donc c'est assez impressionnant. Ça. Donc là, vous avez... Ah mais, je suis trop vite. Vous avez une vue d'ensemble, là. Non, ça, on l'a vu, hein. Pas que je vous fasse... Pas qu'on bégaye trop, quand même. Voilà, donc là, vous avez celle qui est au milieu avec la poitrine figurée, le ventre, et vous voyez, elle a un mouvement et de profil, on a vraiment l'impression qu'elle danse. En fait, elle est très légère, et elle est vue de face, là également, et vraiment, on voit le mamelon hein, qui est sculpté en détail. Voilà, on repart sur l'ensemble. On va voir, c'est la dernière qui est la plus difficile à lire. Je ne sais pas comment il réagit, ce truc. Je ne sais pas où est le point vers lequel je dois viser, en fait. Si on me le disait, ça serait m'aiderait. J'ai vu qu'il y a une direction à donner particulière à la télécommande pour... Il faut que je pointe la télécommande vers où pour bien vivre. Là. D'accord. D'accord, vers la sortie. Donc voilà. Donc là, vous avez, vous les reconnaissez. Là, on a vu. Là, donc c'est panneau d'ensemble et on va voir de plus près la troisième femme qui est là. Et vous voyez, celle-ci, elle est toute plate. Elle n'a aucune rondeur. Et là, on la voit de face. Donc son buste, ses hanches, ses cuisses qui viennent jusqu'aux chevilles là aussi. Et en triangle. On voit derrière un animal, le dos avec la bosse, hein, la bosse du bison, le croup, les pattes postérieures, la ligne de ventre, les pattes antérieures, et la tête est ici. Et vous avez en dessous, superposé, là je peux vous dire que chaque fois qu'on discute de ce panneau en équipe, c'est à qui démontrera que c'est le bison la première qui a été gravée en premier, la femme, non. En fait c'est complètement imbriqué et c'est volontaire, parce que le thème femme-bison est très fréquent dans l'art paléolithique, et là il est bien marqué. Il faut savoir que le bison a le même temps de gestation que la femme, donc c'est 9 mois, et il y a peut-être quelque chose à voir, mais bon, évidemment je n'en mettrai pas ma main au feu, mais voilà, c'est une réflexion qu'on peut avoir sur le sujet. En fait, j'ai mis plusieurs images parce qu'en fait, c'est un panneau tellement exceptionnel dans sa réalisation. Et là, je ne veux plus avancer. Donc là, vous l'avez un peu mieux, puis vous avez surtout
le relevé qui vous le décrit bien. Donc vous avez les jambes, le triangle pubien, le nombril qui est marqué toujours. Et donc c'est important le nombril, voilà. Et les bisons. Donc un qui est très actif et un qui est statique. Est-ce que derrière cette femme, est-ce que c'est une petite fille sans rondeur, sans poitrine, ou une femme au contraire en fin de vie qui, voilà. Et en même temps, on a bien cette opposition actif-inactif. Est-ce que c'est vivant, mort? En tout cas, vous avez sur l'ensemble du panneau ces trois femmes qui se succèdent, tout le cycle du corps de la femme au cours de sa vie. Et donc, il peut tourner en boucle pendant longtemps. Il est éternel, en quelque sorte. On va le retrouver. Voilà, vous l'avez un peu mieux ici, cette dame. Nombril. Et le bouquetin, le bison en boule qui gratte la terre. Vous voyez sa tête ici, sa barbe. Et son museau est là. Il a le dos tout rond. Il a la queue en crosse, mais elle est fracturée. Et les pattes postérieures. Et la ligne devant, et là, c'est les pattes antérieures. Ça va? Vous devenez de bons lecteurs. De toute façon, plus on en voit, mieux on voit les choses. Donc voilà, le trio, les trois femmes qui se succèdent dans ce temps qui est important et qui est vraiment un tout. C'est-à-dire que c'est un ensemble à interpréter globalement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a certainement été composé bien avant d'être réalisé. Hein. Donc on réfléchit, on a un message à passer. La paroi, elle est là pour expliquer les choses. Ça va être un support de discours, comme je suis en train de vous en faire un, mais ça sera certainement pas dans les mêmes termes à l'époque magdalénienne. Et du coup, voilà, c'est intéressant de voir la succession de ces trois corps de femmes. Et donc, je dirais, la question de la maternité, la question certainement derrière la survie du groupe, derrière certainement d'autres concepts importants pour le groupe. Mais c'est pas tout, on a encore d'autres sujets féminins. Et ici, voilà, on entame le panneau des bouquetins, c'est-à-dire que dans le registre supérieur, là, vous avez 2 sujets mâles et ça continue par 3 autres sujets mâles. Donc vous avez toute la harde de mâle qui, voilà, s'avance plutôt dans le même sens que la jeune bouquetine, c'est-à-dire l'étagne que vous voyez ici, la femelle du groupe. L'étagne qui a un détail anatomique puisque la vulve est sculptée. La ligne de ventre, les pattes antérieures, ces petites cornes. Et juste devant elle, un petit capridé, je ne sais pas si vous le voyez bien, avec ses pattes, sa petite tête et son corps. Ça va? Ça va? Ouais? Ok. Donc là derrière, il y a un autre bouquetin qui était sans doute bison, mais dont on a recreusé le chanfrein pour en faire un vieux bouquetin. Et donc là, vous avez une autre sculpture que vous voyez. Ce sont des jambes de femme avec un triangle pubien ici. D'accord? Voilà. Donc je vous ai mis le relevé pour voir mieux, mais voilà, le triangle pubien, on l'a bien, les jambes. Et ce qui est intéressant, c'est que le triangle pubien n'est pas symétrique, n'est pas régulier. En fait, ici, il est façonné. Il est façonné tel le sabot de ce bison dont vous voyez la queue et la ligne de dos. Vous voyez? La queue et donc la patte. Ça va? Ce qui veut dire qu'il y a eu plusieurs temps d'expression symbolique sur cette paroi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on était sur la femme bison à fond, hein, avec les chevaux aussi. Et quand il fut l'heure du temps du bouquetin, de raconter le récit du bouquetin, on a raconté un récit plutôt lié à la vie sociale du bouquetin, puisqu'on raconte le moment où vous avez la harde de mâle, le sujet mâle, qui vient se regrouper avec la chevrée, c'est-à-dire les femelles et les petits. Et vu la taille de ce jeune capridé, on se doute que s'il est né au printemps, né au début de l'hiver, c'est tout à fait cohérent. On va pouvoir faire des petits pendant l'hiver. Et ça, c'est intéressant parce que le thème féminin n'a pas été complètement effacé, puisqu'on est sur le groupe féminin des bouquetins. Voilà, donc ça, c'est aussi quelque chose de très curieux et à noter, c'est que voilà, c'est un autre récit qu'on a par rapport aux femmes, hein, d'accord? Là, c'est la vie, vraiment, c'est le bouquetin, il est grandeur nature, hein, le bouquetin. Tout le monde est là, grandeur nature, le petit, la bouquetine et les sujets mâles. Mais derrière, on avait déjà d'autres sujets
mais on ne les a pas complètement effacés. Donc on est dans la tradition et en même temps dans l'innovation, on raconte autre chose. Maintenant, le délai entre les deux phases d'exécution thématique, ça sera difficile à cerner, mais peut-être qu'un jour on pourra avancer quelques hypothèses. Voilà, donc vous avez le détail de ces jambes du jeune Capridé. Et alors, il y a un autre sujet féminin, encore. On arrive à la fin des représentations féminines du roc aux sorciers. Là, vous avez un bloc qui est sculpté sur deux faces et qui était dans la partie, parce que là, vous avez vu la frise sculptée qui est encore en place, mais il y a toute une autre partie où les sculptures étaient plutôt en plafond, à peu près sur 50 mètres carrés. Mais actuellement, c'est 1000 blocs sculptés, gravés et peints qu'il faut rassembler, et c'est l'immense puzzle en cours. Et ce bloc-là, il a la particularité d'être sculpté sur les deux faces. Sur cette face-là, il est même gravé, mais sur cette face-là, on voit le départ de pattes postérieures, la ligne de vente avec le fourreau, et ça part comme ça, et là, la ligne de dos. Donc en fait, c'est un arrière-train d'un animal, mais je ne saurais vous dire si c'est un bouquetin ou un bison, parce qu'en fait, comme ils les retaillent l'un dans l'autre, on ne sait pas. Mais on constate ici, au niveau du sexe, un petit piquetage triangulaire. Et ce qu'il y a d'intéressant aussi, c'est que on constate à différents endroits une marque volontaire de fracturation. Donc je ne sais pas encore non plus vous dire si la sculpture qui est sur l'autre face a été faite avant sur un pendant, plutôt sur une forme de pendant, ou une fois le bloc détaché. Il est clair que là, vous avez un triangle pubien très détaillé. Et le départ des jambes. Ça vous rappelle quelque chose, ce départ des jambes lié à un triangle pubien. On renvoie à l'idée de Bellegarde. Mais bien sûr, ça ne se ressemble pas. Bien sûr, c'est d'autres façons de restituer un sujet. Et voilà, donc ça c'est encore un sujet féminin. Et comme le plafond n'est pas fini d'étudier, peut-être que de nouvelles découvertes seront faites dans les années à venir. Alors, voilà, je vous ai remis un petit peu l'ensemble des sujets féminins du roc aux sorciers. Bon, je vous ai pas remis la statuette, je vous ai pas remis les FFS, mais je vous ai remis ces vues de faces de femmes, de fragments de femmes, avec le triangle pubien et les jambes. C'est vraiment un sujet bien à part, quand même. Et c'est quand même une thématique originale. Et que vous l'ayez, qu'elle soit à Cazel, ça n'a rien à voir dans les factures. C'est d'autres factures, hein, c'est sûr, au roc aux sorciers. Mais quand même, hein, Chauvet, Cazel, Bellegarde, voilà, c'est quand même des points intéressants à croiser. Voilà. Et donc, je pense que je ne me rends pas du tout compte du temps, mais du coup, j'avais prévu une petite demi-heure, je ne sais pas si je suis dans les temps, c'est parfait. Donc voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention et puis s'il y a des questions, je suis à votre disposition.